Merci d'être avec nous. Bonsoir Vladimir Fedorovski. Quel plaisir d'être avec vous. Le plaisir est pour nous. Vous publiez un nouveau livre demain, Trump, Poutine et Ivan le Terrible, dialogue avec l'histoire aux éditions Ballant. Regardez les images que nous recevons hier déjà, les attaques de drones sur Moscou. On est en train de vivre des événements tout à fait inédits. Ces drones ukrainiens qui se seraient approchés de Moscou aujourd'hui encore, alors même que Xi Jinping s'y trouve, aux côtés de Vladimir Poutine. On va voir comment évoluent les choses là dans les prochaines minutes et dans les prochaines heures. Est-ce qu'on est en quelque sorte en train de s'éloigner de ce qu'on croyait quand Trump l'avait promis, c'est-à-dire sinon un début de règlement du conflit? Vous savez, je publie justement ce livre pour donner les éléments pour analyser ça. Et quand on a parlé ça pour la première fois, j'ai calmé un peu les ardeurs ici et dit que quand les gens disaient ils ont une certaine affinité, que vous savez, il y a quelqu'un à votre plateau qui a dit que Poutine est entré dans la tête de Trump. Et je montre qu'il y a des facteurs longs, l'histoire longue. Vous savez, Ivan le Terrible, paradoxalement, c'est un fondateur de la géopolitique russe. Et il disait à l'époque, c'est un tsar pittoresque. Vous savez, ce livre, en réalité, ça ressemble plus à mon roman de Saint-Pétersbourg, 1 million d'exemplaires, l'évasion totale, mais c'est un fondateur de la géopolitique russe, parce qu'à l'époque, encore, vous savez, quand au XVIe siècle, il sentait que la rupture avec l'Europe, c'est inévitable, que la Russie est trop grande, il disait texto, la Russie est trop grande pour l'Europe. Et l'Europe est en but d'elle-même, elle ne peut pas supporter le pays si vaste, avec ses richesses comme ça, et c'est lui qui a inventé quelque chose que vous avez présenté, ça avec beaucoup de plaisir tout à l'heure quand je vous ai regardé, cet esprit de château assiégé. Ivan le Terrible, il utilisait le terme, vous savez, le citadelle assiégée. Vous avez raison. Vous avez raison. Tous ces optimistes béates, ils sont dépassés aujourd'hui. Finalement, pour l'instant, ça n'a rien donné. Comment l'expliquez-vous? Parce qu'on a l'impression que Trump est allé très loin dans la promesse, mais aussi il a donné des gages aux uns et aux autres. Aux Russes, certainement, aux Ukrainiens aussi. La scène très forte dans la basilique Saint-Pierre, quand il prend seul. 15 minutes, quand même. 15 minutes, mais enfin, quand même, c'est quelque chose avec l'homme le plus puissant du monde. Et il a eu des propos parfois sévères aussi avec les Russes. Non, mais vous savez, la tactique de Trump, je vais vous dire la réalité pour une fois, parce que je suis trop poli quand on parle, cette fois-ci la réalité directe. Je pense que le plus grand problème, c'est l'amateurisme. Vous comprenez, moi j'ai beaucoup négocié quand j'étais diplomate de ça, c'est un métier diplomate. C'est pas du tout, on ne peut pas apprendre ça comme ça à l'improviste. On ne peut pas dire que voilà, par exemple, avant-hier Trump il a dit mais je vais aller en Arabie Saoudite, il faut qu'on se rencontre. Ça ne se passe pas comme ça. J'ai préparé beaucoup de sommets et finalement le plus grand problème là-dedans, et ça concerne hélas, Darius, je suis obligé de le dire, tout le monde. Vous savez, on assiste à ce siècle, et je regarde ça avec beaucoup de tristesse, à une sorte de triomphe d'amateurisme. Quand il a dit en 24 heures, je vais régler ça, évidemment, il a dit après que c'était une blague, mais quand même, c'était pas sérieux. Mais calmons aussi mon esprit lucide. Trop de lucidité, c'est mauvais aussi. Vous comprenez, les contacts en sordine continuent. Je tiens à vous assurer que ça continue, il y aura d'autres choses. Je prédis quand même les événements assez dangereux pendant l'été, mais après peut-être ça peut revenir, il y aura une rencontre entre Poutine et Trump, quand peut-être on va trouver la solution. On reparlera tout à l'heure de l'avenir, ce qui peut se passer à long terme, mais à court terme, c'est ce soir, c'est-à-dire à 23h heure de Paris. Théoriquement, c'est ce cessez-le-feu proposé par Vladimir Poutine pour sécuriser son 9 mai. Apprécié par Trump et rejeté par les autres. Voilà. Et le président Zelensky dit c'est de la supercherie, je veux en tout cas 30 jours. Quelles que soient les raisons des uns ou des autres, regardez ces images de l'aéroport de Saint-Pétersbourg, c'est la ville natale de Vladimir Poutine. Vous aviez signé une biographie très intéressante de Poutine qui rappelait son attachement à Saint-Pétersbourg. Le fait que dans sa ville natale, il y ait des dizaines d'avions empêchés de décoller ou déroutés parce qu'ils ne peuvent pas aller à Moscou, il se passe quelque chose là de très fort.
Non, vous savez, je vais vous dire, Darius, je tiens à un tout petit peu calmer aussi l'esprit. Quand je regardais comment ça se passe, quand il y a ce genre de sommet, il y a des mesures de sécurité quand même d'exception qui se passent. Ça marche pas très bien, c'est un sommet d'exception. Finalement, vous avez dit qu'il y a deux mondes. Tout d'abord, il y a la majorité absolue du monde se trouve plutôt là-bas au Kremlin. Et je dois vous dire que ça, c'est un facteur à ne pas sous-estimer. Dans la réalité, on a trois mondes maintenant, parce qu'il y a le monde de Trump, qui est un monde à part. Ce n'est pas du tout le monde des bénis oui-oui européennes, etc. Il y a le monde européen, on verra ce que ça donnait. On a dit que c'est la fin de la période d'après, après la Deuxième Guerre mondiale. Détrompez-vous, c'est la fin de la période de 100 ans de eurocentrisme. J'ai failli dire euronombrilisme. Tout ça, c'est terminé. Et tout ça, c'est les facteurs qui sont là. Mais mon inquiétude, et vous avez raison, vraiment raison, parce que ça n'a rien donné, on était au bord du gouffre et on est revenu au bord du gouffre. Parce que s'il y a une escalade, surtout s'il y a cette perspective de désengagement américain, on dit « Ah, peut-être l'Ukraine va s'écrouler. » Pas du tout. L'Ukraine, s'il n'a pas de perspective, ça peut aller très loin. Vous savez, le fait que Zelensky, il a menacé ce défilé, le fait que son collaborateur, en fait, un peu rival, le chef de sécurité militaire européenne, Boudanov, il a dit « Non, ne nous aidez pas, nous avons 15 centrales nucléaires, 15 centraux nucléaires. Et vous savez, on peut les plastiquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que rien n'est réglé, mais moi qui est un homme, tout d'abord avec mes origines, double, ukrainien et russe, et un homme de la paix dans une grande époque que vous avez si bien décrit dans votre formidable livre sur Gorbatchev, je tiens à vous dire, il faudra revenir à l'équilibre des intérêts et surtout, j'espère tellement que rien n'est perdu et que les contacts seront renoués. Vladimir Fedorovski, si on reste encore quelques instants sur l'événement même, vous connaissez bien les Chinois. Quand vous étiez diplomate soviétique, vous avez beaucoup traité avec les Arabes, avec le monde arabe en général. Bien sûr. D'ailleurs, il y a pas mal d'invités là, vous connaissez leurs mœurs. Tout le monde. Les Chinois, c'est la plus grande dictature de la Terre. Ils écrasent les Ouïghours, ils écrasent le Tibet, ils écrasent leur propre population. Et le fait de savoir, pour Xi Jinping, qu'il y a des drones qui arrivent à quelques dizaines de kilomètres, Moscou est grande, mais enfin, quelques dizaines de kilomètres pour lui, en soi, c'est quelque chose. Non, mais vous savez, je tiens à vous donner l'info. Vous savez, ils ont déjà fait une démarche auprès des Anglais et il a dit calmez par-dessous. Vous savez, je vous prédis que tout se passera d'une manière tout à fait réglo. Il y aura une démonstration. Vous savez, dans cette affaire, vous avez raison. Il y a la propagande. Pendant la guerre, il y a beaucoup de propagande. Il y a aussi les gestes démonstratifs. Mais quand même, c'est tout à fait significatif. Vous vous souvenez, quand je suis venu, on a dit Poutine isolé. Poutine va mourir. Poutine n'a pas de ressources. Tout à l'heure, même, ils ont utilisé le mot la Russie barricadée. Vous comprenez la même chose, vous comprenez les mêmes esprits. Ils sont embêtés quand même. Non. Darius, vous savez, je vais vous dire un conseil, on parle. Quand je viens vous voir, je viens pour estime pour vous, mais aussi pour vous donner les éléments de trucs. Moi, j'ai préparé le sommet, je connais comment ça se passe. Quand il y a ce genre Jamais on n'avait vu ça. Rappelez-vous, à l'époque de l'Union soviétique, on donnait cet exemple tout à l'heure. Quand Mathias Rust, l'Allemand, avec son petit avion, arrive à Moscou. Oui. Ça paraît inouï. C'était un bordel quand même. Oui, c'était un bordel. Mais vous savez, je vais vous dire, je vais vous donner l'info à propos de ça. Vous savez, c'était une petite manigance de mon ami Yakovlev quand même pour embêter les militaires à l'époque. Mais je ne vais pas vous raconter la face cachée de la perestroïka quand même. Vous comprenez, demain, c'est un jour aussi, je voudrais qu'on parle de ça. On va reparler, mais juste restons un instant là-dessus, sur le fait qu'à l'époque,
l'Union soviétique, c'était inimaginable que les drones n'existaient pas à cette ampleur-là. Voilà. Que des drones arrivent à pénétrer dans l'espace soviétique en nombre, qu'il y ait des aéroports troublés, etc. Non, pour Mathias, je vais vous dire, c'était une petite combine, pour vous dire la vérité. En ce qui concerne, c'est un nouveau élément. Vous connaissez bien l'élément de drone, c'est un élément. Mais si vous voulez parler sérieusement de la situation militaire, je vais vous dire une chose. Tout est vu dans l'espace. La situation militaire est surtout dramatique pour les Ukrainiens aujourd'hui. Il ne faut pas sous-estimer ça. D'où vient le côté dangereux de la situation? Parce que, vous savez, dans cette situation, je vous ai dit tout à l'heure que tout le monde est dos au mur. Et quand les dos au mur, ça peut déraper d'une manière extraordinaire, d'où vient la nécessité de chercher quand même l'issue pour éviter le pire. Et le pire, c'est l'apocalypse. En réalité, tous sont usés. C'est ce que dit Trump très justement. Rappelez-vous son tweet juste après Notre-Dame, où il dit « Les Ukrainiens perdent beaucoup d'hommes », mais il dit « Les Russes en perdent beaucoup ». En réalité, les deux armées perdent beaucoup d'hommes. Évidemment. Beaucoup moins, comme vous le dites, mais je ne vais pas, vous savez, entrer dans les chiffres. D'une manière générale, il ne faut pas faire ça. Mais la situation militaire est vraiment dramatique. Il ne faut pas sous-estimer. Je vais vous donner l'info qui circule, qui donne maintenant par la CIA, puis la CIA maintenant balance tout à New York Times. Et New York Times, vous avez vu, qui publie des pages et des pages sur les informations. Il y a quand même 2 armées de réserve qui sont prêtes à l'offensive. D'autres disent 6 armées de réserve. Ça peut être une escalade dramatique. D'où vient mon espoir que malgré cet esprit d'amateurisme, il y aura beaucoup plus de pondération dans le milieu, disons, des négociateurs, et pour renouer ça et pour essayer de trouver l'issue à ce conflit qui me déchire, qui est une grande tragédie pour moi. La division du monde aujourd'hui, où on aura 2 commémorations concurrentes, hein, celle de Paris, Londres, Kiev, versus celle de Moscou. Quand on rappelle tous les morts des 2 camps, les morts américains et les morts beaucoup plus nombreux du côté des soviétiques. Il faut rappeler, parmi les soviétiques, il y avait les Russes, mais aussi les Ukrainiens, mais aussi tous les autres. Évidemment, ça va sans dire. Vous savez, je suis très touché que vous abordez cette question parce que, comme historien, moi, je suis anéanti. Parce que quand j'ai commencé ma carrière diplomatique, vous savez, il y avait 60% des gens en France qui ont pensé 60%. Après la Deuxième Guerre mondiale, 80% des gens pensaient que le poids principal, c'était l'Union soviétique. 27 000 morts, tous. Évidemment, Ukrainiens, 27 millions de morts, pardon. 27 millions de morts, tous qui ont péri pour ça. Comment oublier ça? Et aujourd'hui, j'ai regardé les sondages en France, c'est à peine 10% qui pensent que le point principal, vous comprenez, il y a non seulement cet esprit, vous comprenez, d'amateurisme et, soyons très clairs, de mensonges historiques qui se propagent à travers le monde aujourd'hui, mais aussi ça complique énormément l'analyse de la situation. Il y a cet esprit, quand les gens, vous comprenez, mentent et croient à leurs mensonges. Ça concerne l'histoire et ça concerne, hélas, la situation concrète sur le front. Oui, on a l'impression que tous les passifs remontent, hein, et que chaque camp se jette les passifs à la figure. Évidemment. Et il faut rappeler aussi d'ailleurs que cette armée soviétique très courageuse, et aussi l'armée soviétique dans laquelle il y avait les Ukrainiens, les Russes, etc. Mon père, un grand héros de la guerre. Pour le meilleur et pour le pire. Ils étaient évidemment au service d'une très grande dictature et ensuite ils ont occupé une partie de l'Europe. Non, vous savez, je vais vous dire, on ne peut pas mélanger les choses. Vous savez, moi j'étais combattant contre la dictature, c'est une chose. Mais dans cette affaire, il faut comprendre que si on tape sur les choses sacrées, c'est une très mauvaise chose pour le monde. Il faut voir clair. On aurait pu faire de cette fête le moment de la réunion, de communion dans l'humanité. Et hélas, vous avez raison, c'est le moment de clivage, de triomphe de la propagande, parfois de n'importe quoi. Mais je crois bien à l'histoire longue. Pourquoi je publie ce livre notamment, Ivan le Terrible, ce Poutine, Trump, Ivan le Terrible? Parce que je crois que l'écume du jour, ça passe. Les intérêts nationaux
reste. Et l'écume du jour, comme vous savez, à la limite, une fois Brejnev m'a dit, les dirigeants passent, les intérêts nationaux restent. Brejnev, nationaux restent. Alors c'est une grande leçon de l'histoire, mais surtout la grande leçon de l'histoire de ces combattants pour la liberté contre les nazis. Il ne faut pas confondre les ennemis. Détrompez-vous. Le peuple russe, il était avec les Anglais, avec les Américains. Il a combattu le mal absolu qui était nazi. Et il ne faut pas inventer et dire que le peuple russe, c'est l'ennemi de l'Occident et de la paix. Vladimir Fedorovski, vous signez ce livre, Trump, Poutine et Ivan le Terrible. Dites-nous un mot de ce que disait Poutine, d'ailleurs, il y a quelques jours, là, dans l'interview qu'il a donnée à la télévision. Cette façon de dire « je suis l'héritier d'Ivan le Terrible ». Il le cite nommément, Pierre le Grand, Ivan le Terrible. Et ça rejoint ces sondages qu'on a vus en Russie, où Staline même... J'étais prémonitoire par rapport, parce que vous savez que Poutine, il construit l'histoire longue. Les gens ne savaient pas. Le déclic de ce livre, dans la réalité, c'est un pèlerinage de Poutine. Avant de commencer cette guerre qui est pour moi une grande tragédie, il a fait le pèlerinage chez les deux personnages qui étaient les symboles de la résistance à l'époque contre l'étranger, Minin et Pajarski, et tout commence là. Mais ça va plus loin. Chaque dirigeant, tous les dirigeants de l'époque, ils se réfèrent à Ivan le Terrible. Pourquoi? Parce que Ivan le Terrible, il a dit, qu'est-ce qui détermine les choses? La géographie, la démographie, l'histoire et la mentalité. Et je dois vous dire que on essaye, j'espère, avec nos rencontres régulières, de donner les éléments pour dans ce domaine, mais surtout, je tiens à souligner, l'histoire longue, c'est pas l'écume du jour. Ce qui prime, c'est les intérêts bien compris des nations. L'écume du jour passe, les dirigeants passent, comme disait l'autre, et les intérêts nationaux Rappelons restent. ces images d'archives et expliquez-nous, aidez-nous à comprendre cette sorte de fascination autour de Staline, encore aujourd'hui dans la Russie de 2025. Quand on rappelle les images de 1941, où la Russie, après le pacte germano-soviétique, l'Union soviétique est attaquée par Hitler, et Staline est sur la place rouge en novembre 1941, il s'adresse au peuple, et il a été, n'est-ce pas, c'est ce que dit le général de Gaulle lui-même, il a été relativement populaire. Non, ce n'est pas populaire. Je vais vous raconter l'histoire telle qu'elle était. Vous savez, encore une fois, on ment partout et on ment sur l'histoire. Vous savez que Hitler était à 6 km du Kremlin. Moscou était dans le chaos. Ce n'est pas ce qu'on raconte, les barricades d'aujourd'hui. Le chaos total. Staline ne quitte pas le pays. Et qu'est-ce qu'il lit? Il lit Ivan le Terrible, il souligne. J'ai retrouvé le livre dans les archives avec ces mots. Quel professeur! Et après, il y a un espion qui a détourné l'attaque contre l'Union soviétique des Japonais contre l'Union soviétique, et il s'appelait Sorge. Il a libéré les armées là-bas soviétiques. Ces armées sont venues là-bas à Moscou. Staline, il a choisi les meilleurs, les géants de 2 mètres. Il a dit, encore un défilé. Pourquoi le défilé? C'est sacré pour les Russes. Défilé, c'était les géants de 2 mètres qui sont entrés sur la place rouge. Ils marchaient et tout le monde a compris que la Russie va gagner la guerre. Il n'a pas parlé de camarades. Il a dit frères et sœurs. Chers frères et chères sœurs. C'est le séminariste qui remontait. Oh non, vous connaissez ça, historien, bravo. Frères et sœurs, au nom de nos saints, au nom de Christ, nous allons gagner la guerre. Et vous savez, les plus anti-soviétiques, vous avez dit populaires, Pasternak, Tsvetaev, ils ont pleuré parce que quand il a prononcé frères et sœurs. Évidemment, il faut dire que dans Poutine, il s'inspire de ça. Parfois, je trouve les mots qu'il utilise dans cela, mais ça dépasse. Vous savez, je vais vous dire, à ce moment-là, ce jour-là, je vais vous dire, moi, je fais l'abstraction de la propagande. Il faut comprendre qu'il s'agit de l'intérêt, ce qui est en jeu, c'est l'intérêt de l'humanité, et il s'agit des rapports, les dirigeants passent.
les rapports entre les peuples. Regardez ces images, ces autres images. 1945, c'est le moment où Staline a été très populaire, alors en Europe, très populaire aux États-Unis. Rappelez-vous, on disait Oncle Joe. Il y a eu une espèce de lune de miel qui a duré quelques années avant que les Soviétiques n'aient la bombe. Est-ce qu'il y a une nostalgie pour vous alors de ces époques-là, celle-là, et l'époque que vous avez vécue directement, c'est-à-dire la perestroïka, où on a cru que la paix générale pouvait être rétablie? Je vais vous dire, la perestroïka est diabolisée, même comme j'ai servi. Je suis le seul survivant de la perestroïka, alors je suis évidemment diabolisé comme la perestroïka, mais je vous prédis, tôt ou tard, ça va revenir, parce que nous sommes devant le choix très difficile aujourd'hui, et rien n'est réglé. Soit on trouve le modus vivendi, notamment avec les Russes, avec les Chinois, soit on tombe dans l'apocalypse, et dans ce cas-là, c'est terminé. Alors, nous avons proposé avec la perestroïka la solution, et je dois vous dire que j'espère bien que ça va triompher. Mais ces dirigeants nous donnent aujourd'hui plus que jamais la clé. Et vous avez raison, Ivan le Terrible, Staline, Poutine, c'est la même histoire. J'ai même failli nommer, vous savez, un début de chapitre dans ce livre, Trump, Poutine, Ivan les Terribles. Parce qu'ils sont tellement diabolisés dans les médias aujourd'hui, notamment ici, que finalement, les terribles, ils sont tous les trois les terribles. Vous parliez de la constance des politiques d'État. La politique américaine, eux, ont été très courageux contre les Chinois. On va entendre un peu plus tard dans l'émission de John Bolton, l'ancien conseiller à la sécurité de Donald Trump. Alors, il est très critique contre Donald Trump, mais alors... Très remonté. Je ne crache jamais contre Gorbatchev. Lui, voilà. Il crache sur le Trump. Voilà, il crache sur son ancien patron. Ça s'appelle la trahison. C'est mauvais. Mais alors, il assume complètement. Guerre d'Irak, il dit on avait raison de la faire. Il dit non, on n'a pas menti sur les armes de... non, ils ont terriblement menti. Écoutez, je ne voudrais pas faire la polémique. Ils ont menti sur tout. Et il est terriblement responsable de ça. Vous savez, je vais vous dire, il représente quelque chose qui nous a ramenés au bord de la guerre mondiale. Il représente la tendance néoconservateur là-bas au sein des États-Unis, qui n'est pas mort. Parce que je dois vous dire que plus que jamais, néoconservateurs, il se bat. Et les problèmes de Trump aujourd'hui, ils sont problèmes de Trump aujourd'hui, notamment qu'il y a les clivages au sein. On parle des clivages près de Poutine, on parle des clivages près de Zelensky, mais on ne parle pas assez des clivages auprès de Trump. Et c'est un exemple. Cependant, ils ont réussi à vous casser les reins, vous les Soviétiques, avec la course aux armements, avec l'histoire du pétrole. Aujourd'hui, ces mêmes Américains sont très courageux face aux Chinois, là où souvent les Européens se couchent. Ils sont en train, regardez, le budget de milliards de dollars que Trump il y a un énorme budget de ça, mais là-dedans, dans la tactique de Trump, puisque chez Trump, il y a quand même une vraie pensée. J'ai dit l'amateurisme, mais quand même un feeling aussi, parce que il faut avoir un feeling, parce que c'est vrai qu'il utilise la force d'un côté, mais d'autre part, je pense, et je le sais pour être franc, qu'il parle aujourd'hui beaucoup des affaires du monde d'une manière globale, notamment les rapports avec les Chinois, avec l'Iran, et il parle d'une manière approfondie. J'espère bien que la diplomatie ne sera complètement morte et on va renouer avec la diplomatie comme à cette grande époque. Vous avez cité les grands présidents américains. Mon préféré reste quand même, si vous me permettez, Kennedy. Quand je suis complètement désespéré, vous savez ce que je fais? J'allume le discours de Kennedy qui dit que dans la future guerre, il n'y aura pas de vainqueurs et de vaincus. Est-ce que vous êtes intrigué par Trump? Trump, beaucoup de commentateurs, vous qui adorez rappeler les erreurs des journalistes, et vous avez raison, ça fait toujours du bien. Les erreurs des hommes politiques, oui. je parle tout le temps. Les journalistes disaient, il est isolationniste, il ne va pas se mêler des affaires du monde. On voit combien il se mêle des affaires du monde. Évidemment. Il est offensif, budget de 1000 milliards. Bien sûr. Il a des vues sur le Groenland. Vendu au Poutine, voté par Poutine, n'importe quoi, vous comprenez? Il défend ses intérêts et les intérêts américains avec une force considérable, y compris peut-être contre les Russes. Évidemment. Vous savez, mais Trump, c'est quelqu'un qui défend des intérêts américains. Vous savez, ça me gêne parfois quand ils inventent leurs histoires peut-être pour gagner un peu de leur vie, etc. Mais il invente tellement à propos des rapports entre Poutine et Trump qu'il faut rester très, très précis sur le sujet. Est-ce que c'est encore le monde libre? Est-ce que les États-Unis sont encore le défenseur du monde libre? C'est-à-dire, il vaut mieux de toute façon avoir Trump que
Poutine qui assassine ses opposants ou Xi Jinping qui écrase sa population? Au fond, s'il faut choisir. Vous savez, moi je choisis la liberté et je choisis toujours la démocratie. Quelle armée défend la liberté? Attendez, je vais vous dire une chose. Et quand je ne dors pas la nuit, je me pose la question, est-ce que notre engagement autrefois, vous avez dit qu'ils nous ont cassé les reins, détrompez-vous. C'est nous qui avons tué le régime totalitaire. C'est nous qui ont... Pourquoi ce régime a été... Allez, ils vous ont un peu aidé. Non, ils nous ont... Malheureusement, ils n'ont pas assez aidé. Je vais vous dire. Parce que ce régime est mort. Je vais vous dire pourquoi. Ce régime, et vous avez raison de souligner le danger de la dictature, ce régime fonctionne si les gens sont tués. Et nous, et notamment personnellement, Gorbatchev, Yakovlev, Raïssa, Shevardnadze, ils ont cessé de tuer. Et c'est pour ça que c'était... Le régime ne tuait plus assez. Ne tuait plus. Oui. Ça, c'est terminé. Si ça ne tue plus, etc. Mais je dois vous dire que... On dit, pardon, par parenthèse, que c'est ce que compris les Chinois au moment de la... Évidemment, ils ont détesté. Jamais comme Gorbatchev. Nous, on va continuer à tuer. Évidemment, évidemment. Mais je vais vous dire une chose. Vous comprenez, je crains que... Et vous avez raison de souligner que la démocratie est maintenant menacée. Est menacée partout. Détrompez-vous, c'est menacé en Europe. On ne parle pas assez, mais je connais la situation aux États-Unis. Ils sont très inquiets. Vous comprenez qu'est-ce que c'est? Ça veut dire on prive les subventions d'Harvard, les subventions de ça. Ils ne sont pas d'accord. Ici, ça continue comme ça. Pourquoi je dis que tout le monde est dos au mur? Parce que si ça continue comme ça, Trump baisse, il va continuer à baisser. Et dans ce cas-là, il y a les élections de mi-mandat, d'où ces fantasmes de Zelensky. Il a dit, je vais attendre un tout petit peu, il y aura mi-mandat, et puis tout va s'arranger. Tout ça, c'est les vrais sujets. Mais dans cette affaire, quand je regarde sur ce qu'on a fait autrefois pour la démocratie, je ne voudrais pas baisser les bras. Parce que si on baisse les bras, je vais vous dire, dans ce cas-là, c'est fini. Parce que l'alternative, soit on trouve avec beaucoup d'intelligence la sortie de cette crise mondiale apocalyptique, soit c'est la fin du monde et au nom de nos enfants, et je tiens à penser à mes petits-enfants qui sont américains. Combien sont-ils? Combien vous avez de petits-enfants? J'ai trois Américains, dont un qui joue un rôle absolument formidable sur le plan. Il est un grand champion, il faut dire, dans la natation des États-Unis, mais il s'intéresse beaucoup au monde politique. La prochaine fois, je vous les amène. Très bien. Est-ce que c'est une douleur pour vous, Vladimir Fedorovski? Vous avez vécu de l'intérieur la perestroïka, ce moment où le monde entier se disait « Ah, c'est peut-être la fin d'une période de guerre ». Il y avait un espoir énorme. Vous avez aimé Paris passionnément. Vous aviez demandé à Brezhnev... Attendez, je vais aimer. J'ai physiquement... Vous savez, quand j'étais avec Kalachnikov au moment de la fin du communisme, évidemment, pour moi, c'est une grande tragédie. Et parfois, je baisse les bras, mais je vous dis, au nom de nos enfants et au nom de nos petits-enfants, je vais continuer parce que nous ne sommes pas les enfants de cœur. Et si on me permettait, la preuve que je continue à publier les livres surréalistes, et le dernier sort demain. Racontez-nous ça, Trump, Poutine et Ivan le Terrible. Quand vous arrivez la première fois de l'Est, vous faites partie de cette génération. Bien sûr. Vous arrivez, vous avez écrit un livre extraordinaire là-dessus, et vous découvrez l'Ouest, sa prospérité, sa liberté, même s'il ne faut pas nous... Il y avait des défauts partout, mais enfin quand même. Le premier arrivé à Paris, c'était comment ? Vous savez, Paris c'est une ville russe. Pour nous, nous connaissons Paris. Détrompez-vous. Les Russes... C'est parce que vous avez frappé d'abord en arrivant à Paris. C'est pas que c'est non, ce qui m'a frappé l'arrivant à Paris, c'était le printemps. Je débarque d'ici, il y avait 30 degrés de froid là-bas, et je viens ici, c'est 20 degrés, il y a les fleurs partout. Je n'ai jamais visité, mais je suis devenu un trait d'union entre la Russie et la France. Et plus que jamais, je pense que l'écume du jour passera et la France et la Russie vont se retrouver, notamment sur le plan littéraire, d'où vient cette grande tradition que j'ai perdue. En quelle année sommes-nous? On se rappelle 1989, dans nos vies, dans toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui sont en âge d'avoir vécu à peu près des souvenirs de ça. La chute, disons, du mur de Berlin et la pièce Tiananmen à Pékin. On a l'impression que ce moment-là, ça a été un moment de bascule
On a cru que ça irait mieux, et puis... Non, c'est le moment de bascule quand ils ont mal géré l'affaire de post-communiste. Le moment de bascule, je vais vous dire, on sous-estime ça, franchement. J'étais, pour ma carrière diplomatique, présent quand, vous savez, Baker, il a dit plusieurs fois, 2 fois, en ma présence, qu'on va trouver l'équilibre des intérêts et qu'on ne va pas bouger le temps d'un pouce de ça. Et finalement, vous avez dit qu'il... Ça n'a pas été écrit. Non, mais attendez, vous savez, Yalta n'était pas écrit. Qu'est-ce que vous racontez? J'ai géré ces affaires de la fin du communisme. Je vais vous dire, il y a majorité des ententes, de mes ententes avec Reagan, n'ont pas été écrites. Alors ça, c'est une chose, même si, pour aller dans votre sens, à l'époque, j'ai fait un télégramme qui m'a coûté quand même une certaine blâme de Gorbatchev, parce que j'ai dit que vous serez roulé. Vous allez voir, parce qu'il faut conclure. Et vous avez... Est-ce que l'histoire ne donne pas raison à ces Baltes, à ces Polonais, etc., qui se sont précipités pour être protégés par l'OTAN? Mais attendez, moi j'étais artisan de l'indépendance des pays baltes avec Yakovlev.